Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous refaire un épisode sur les profils pour que vous puissiez l'approfondir de votre côté. Déjà, avant de commencer, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite se mettre dans le bain et je vais vous expliquer un peu les profils ligne par ligne. Déjà, la première chose, le profil en Human Design, ça représente votre personnalité, votre rôle, votre costume que vous portez dans cette vie. Et en fait, le profil montre comment vous accomplissez votre mission et comment vous interagissez avec le monde. En fait, il va décrire votre comportement naturel, vos besoins d'apprentissage et la dynamique de vos relations. Alors déjà, un profil est toujours représenté par deux chiffres séparés par un slash. Exemple 2, 4, 1, 3, 5, 1. Ces chiffres correspondent à deux lignes clés de votre schéma. Le premier chiffre, c'est le côté conscient, le côté esprit, le côté intellectuel. C'est la facette de votre personnalité dont vous avez pleinement conscience. Et donc, vous allez facilement vous identifier à ses besoins, à ses forces, à ses doutes. Ensuite, le second chiffre, c'est le côté inconscient, c'est le côté aussi de la partie corporelle. Et ce sont souvent les autres qui vont remarquer ça chez toi avant que tu n'en prennes conscience toi-même. Et donc, il existe 12 combinaisons possibles distinctes réparties en 3 grandes familles. Vous avez donc les profils à angle droit, c'est une destinée personnelle, je vais vous expliquer juste après. Donc ça concerne les profils 1-3, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 4-6. Et donc là, on va être axé sur la découverte de soi, l'auto-exploration et le développement personnel. Ensuite, on a l'angle de juxtaposition. C'est une destinée fixe et ça concerne uniquement un profil qui est le profil 4-1. C'est une trajectoire qui est assez spécifique et rigide, servant de pont entre le personnel et le relationnel. En fait, la trajectoire de vie est extrêmement précise et fixe. La personne étudie un sujet en profondeur, qui est la ligne 1, pour le transmettre à son réseau, donc la ligne 4. Et la fausse croyance du profil 4-1, c'est essayer de dévier de sa route pour faire comme tout le monde, vouloir constamment se réinventer. Et enfin, on a l'angle gauche, qui est la destinée transpersonnelle, et qui concerne les profils 5-1, 5-2, 6-2 et 6-3. Ces profils sont orientés vers les interactions avec les autres, le karma est relationnel et il est transmissionnel. En fait, les personnes qui ont l'angle gauche ont une destinée liée aux autres. Elles croisent souvent les bonnes personnes au bon moment pour dénouer des situations, guider ou transmettre des solutions. Et votre piège à vous, c'est de vous épuiser à vouloir tout résoudre pour tout le monde ou porter la responsabilité du bien-être des autres. Par contre, attention parce que le profil ne définit pas tes capacités absolues, mais plutôt la stratégie d'apprentissage et de posture la plus fluide pour toi. En fait, le fait de comprendre ton profil permet de cesser de forcer des comportements qui ne te correspondent pas et d'assumer aussi ta façon naturelle d'évoluer. Et je vais donc enfin entrer dans le vif du sujet, vous détailler ligne par ligne. Donc on va commencer par la ligne 1 qui est l'investigateur. L'enjeu ici pour l'investigateur, c'est un besoin de base solide, de sécurité, d'expertise avant de se lancer. C'est-à-dire que l'étude et la recherche ne sont pas de la procrastination, mais c'est plutôt ton ancrage. Tu as besoin de comprendre le pourquoi et le comment pour te sentir légitime. Alors ici, je vais te donner un peu des outils pour t'aider. Première chose, avant de démarrer un projet, note sur une fiche 3 faits vérifiés, 3 données concrètes ou 3 compétences maîtrisées. Quand le doute s'installe, relis uniquement ces éléments qui sont factuels. Ensuite, pour éviter l'infobésité et la surrecherche bloquante, fixe-toi une limite stricte, c'est-à-dire que tu vas chercher ta réponse dans 3 sources fiables maximum, puis tu vas passer à l'action. Ce que tu peux faire également, c'est à la fin de la semaine, tu peux lister 3 sujets que tu as approfondis et note en quoi cette nouvelle connaissance renforce concrètement ton autorité ou ta sérénité. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est avant de commencer une recherche, fixe-toi une durée limite stricte pour que ta phase d'investigation s'arrête net et comme ça tu rédiges ta synthèse avec ce que tu as sous la main. Et pour éviter aussi la surrecherche. Et mon conseil bonus pour les lignes 1, ça serait que tu t'achètes un carnet, en tout cas tu le gardes avec toi, qui constitue uniquement des règles de base et des principes indispensables de tes sujets de prédilection. Ce sera un peu comme ton manuel pratique auquel tu pourras te référer quand t'en as envie, et surtout au moment où tu te sens illégitime. Ensuite, on passe à la ligne 2, qui est donc l'ermite. Alors l'ermite a besoin de solitude, d'espace naturel et de retrait pour laisser émerger un talent inné. C'est-à-dire que ton génie n'a pas besoin d'être forcé ou expliqué, il s'exprime naturellement quand tu es dans ton cocon. Tu n'as rien à prouver, juste à répondre aux bons appels. Déjà pour moi, la première chose que tu devrais faire, c'est te bloquer 30 minutes, voire même 1 heure par jour de solitude totale, sans écran, sans sollicitation. C'est être dans un vide absolu pour que ton énergie se régénère et que tes prises de conscience émergent. Et je peux t'assurer que c'est très puissant. Je vais mettre une petite parenthèse parce que je sais que certains ont une vie de famille, ont des enfants à élever et tout ça.
Mais vraiment, essayez de trouver ce temps. Deuxième chose, je dirais, avant de répondre à une invitation ou une demande, tu devrais te poser une question. Est-ce qu'on me sollicite pour ce que je suis naturellement ou est-ce qu'on attend de moi que je force ? Pour mon expérience personnelle, puisque j'ai une ligne 2, je sais que si j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Je ne vais pas y aller. Et je dirais même inventer une excuse si vraiment vous voulez pas sortir. C'est préférable de mentir et protéger votre énergie que de vous forcer et de le regretter. Ce qui m'amène au troisième conseil qui me semble primordial, c'est de vous aménager un espèce de sanctuaire chez vous. Ça peut être un fauteuil dans un coin, un sofa, un lit, ce que vous voulez, ou même un coussin, qui est dédié exclusivement à votre repos, à votre contemplation. Et surtout, personne ne doit vous déranger. Alors là, je sais exactement de quoi je parle parce que ce moment-là, je le prends même si c'est que 5 minutes et que je préviens en disant « Écoute, je vais m'isoler 5-10 minutes là pour redescendre de ma journée ». Et je préviens même que si on vient me déranger, on va réveiller le monstre, on va réveiller la bête. Et je sais que pour les autres, c'est très difficile à comprendre. Mais ceux qui ont osé me déranger, ils savent ce que c'est le lancer d'assiette. Et je peux vous assurer, ligne 2, on n'est pas des tyrans, on est juste des personnes qui ont besoin de se retrouver seules. Et que vos proches, s'ils vous aiment, ils doivent respecter ça. À moins qu'ils aient envie de réveiller la bête qui est en vous. Il y a un autre point aussi que j'ai oublié de soulever, c'est de ne pas répondre immédiatement à une invitation ou une demande extérieure. Même si vous avez une autorité splénique. Je sais, le Human Design, c'est rempli de paradoxes. Et donc, n'hésitez pas à adopter cette phrase « Je regarde mon énergie et mon emploi du temps et je te recontacte demain ». Et pourquoi j'ai dit ça aussi aux autorités spléniques ? Parce que je vous parle de mon expérience personnelle, je suis aussi une autorité splénique et je peux vous assurer que j'ai déjà dit oui à des invitations et que je les ai amèrement regrettées juste après. Et ça m'est aussi déjà arrivé à l'inverse où j'ai refusé une invitation et puis finalement j'avais décidé d'y aller. Mais encore une fois, tout dépend aussi du contexte. C'est à vous aussi de l'expérimenter. Et je vous donne mon dernier conseil pour la ligne 2, l'ermite, c'est de voir votre indicateur de batterie énergétique pour savoir si vous voulez être encore en contact avec le monde. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez autant le faire le matin, par exemple sur une échelle de 1 à 10, ou même le soir, comment vous vous sentez. Vous allez voir que c'est un outil très intéressant au cours de votre vie en tant que ligne 2. Et maintenant, on passe à la ligne 3, qu'on appelle le martyr, l'expérimentateur. Et ici, votre enjeu, c'est l'apprentissage par essai-erreur. Vous avez cette capacité résiliente et la capacité à découvrir ce qui ne fonctionne pas. Sachez qu'il n'y a pas d'échec dans votre vie, seulement des ajustements de terrain. Vous êtes là pour tester la réalité et éviter aux autres de faire perdre leur temps ou leur énergie. Donc déjà, mon premier conseil pour vous, ligne 3, ce serait d'avoir un journal d'expérimentation, c'est-à-dire que vous allez répondre à 2 questions principales sur vos expériences. Qu'est-ce que cet essai m'a appris ? Et quelles corrections je dois tester la prochaine fois ? Ça va vous aider dans votre capacité résiliente. Notez tous vos échecs pour en faire une vraie force. Vous allez savoir que tous ces points-là ne fonctionnent pas et vous allez pouvoir les utiliser pour les partager aux autres. Et je sais que les échecs sont assez durs pour vous en tant qu'expérimentateur, parce que vous vivez échec sur échec. Et vous pouvez d'ailleurs désamorcer la culpabilité et vous remettre au centre de la posture de chercheur en remplaçant le mot échec ou erreur par résultat d'expérience. Pensez-vous que Louis Pasteur, il a fait qu'un seul essai pour réussir à trouver le vaccin contre la rage ? Il a certainement expérimenté jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Et je suis désolée de le dire, mais je ne connais personne qui a pu réussir une expérience du premier coup. Ce qui m'amène à mon conseil suivant, c'est de noter la liste des choix ou des projets qui n'ont pas fonctionné pour toi par le passé, avant de signer un contrat ou de démarrer une nouvelle idée, un nouveau projet. En fait, ici, tu dois vérifier qu'aucun des voyants rouges du passé ne figure dans cette nouvelle aventure. Et dernier conseil pour la ligne 3, parce que si vous ne le savez pas encore, vous êtes des rigolos, oui. Je vous invite à vous entraîner à raconter une expérience ratée sous forme d'anecdotes amusantes, voire enrichissantes. Le fait est de rendre vos erreurs narratives transforme la gêne en autorité et en complicité avec les autres. Regardez un peu les nouveaux humoristes, ils utilisent un peu ce qui se passe dans leur vie personnelle, leurs échecs personnels, pour en faire des sketchs. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan, mais regardez un peu Paul Mirabel, ou encore Édouard Deloignon. Ils ont transformé leur échec personnel en humour. Et maintenant on va passer à la ligne 4 qui est l'opportuniste.
Alors l'enjeu ici, pour l'opportuniste, ce sont les opportunités et l'épanouissement passent par le cercle proche et les relations de confiance. Tu n'es pas fait pour la prospection à froid ou les relations superficielles. Ton influence et tes opportunités émergent de la qualité et de la chaleur de tes liens existants. Et moi-même, je suis une ligne 4, je peux vous assurer que c'est vrai. D'ailleurs, premier exercice que vous pouvez faire, c'est un inventaire relationnel. Faites une liste de 10 contacts les plus proches, au moins une fois dans votre vie, et choisissez une ou deux personnes pour leur envoyer un message simple et sincère, sans aucune attente commerciale ni stratégique. Deuxième conseil pour moi, qui me semble assez essentiel, c'est quand tu as un besoin professionnel ou personnel, ne cherche pas seul sur Internet, pose d'abord la question directement à ton réseau proche. De leur demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui sait faire ça ou ça ? Et je vous le dis, pour moi, ça fonctionne toujours. Il y a toujours quelqu'un dans mon entourage qui connaît quelqu'un qui sait le faire. Et moi-même, je connais toujours quelqu'un qui. Dernièrement, on m'avait demandé si je connaissais un couvreur. Je connais un couvreur. On m'a demandé si je connais une bonne coiffeuse. Je connais une bonne coiffeuse. On m'a demandé aussi si je connaissais d'autres lectrices Human Design. Oui, j'en connais d'autres, et même des françaises. Ensuite, mon conseil suivant repose un peu sur le cercle relationnel, avec une question simple, c'est de se dire, si j'avais un coup dur demain, est-ce que cette personne répondrait présente ? Et là, je t'invite à resserrer ton énergie uniquement sur ceux qui ont la réponse oui. Mais attention, parce qu'au fur et à mesure de ta vie, il y a certaines personnes qui vont changer. Donc n'hésite pas à refaire le bilan au moins une fois par an. Et dernier point sur lequel tu dois te rendre compte de ta force, de tes forces, c'est noter les mises en relation que tu as créées entre deux personnes de ton réseau. Moi-même, j'avais déjà conscientisé cela. Cette capacité à connecter les gens. Mais le fait d'en prendre conscience, vous allez voir que ça va renforcer votre sentiment d'utilité et d'ancrage. Et maintenant, on va passer à la ligne 5, qui est l'hérétique. Et on peut aussi l'appeler le sauveur ou le guide. Ici, l'enjeu, c'est la résolution pratique de problèmes à grande échelle et la gestion de projections extérieures. Oui, parce qu'en tant que ligne 5, on projette beaucoup sur vous. C'est-à-dire qu'on projette souvent des attentes irréalistes. Donc là, ici, ton rôle est d'apporter des solutions concrètes, universelles et applicables, mais pas de sauver tout le monde. Donc ici, mon premier conseil, c'est dès qu'on vient te demander de l'aide, je t'invite à poser tes limites. Formule ton cadre. Dis-le, voici ce que je peux faire exactement pour toi, et voici ce qui n'est pas de mon ressort. Oui, je sais, c'est un peu débile à dire, mais pour vous, c'est mieux. D'ailleurs, vous avez tendance à proposer des conseils ou une méthode avant même qu'on vous pose la question. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vérifier s'ils répondent à ces 3 critères. Est-ce que c'est simple ? Est-ce directement utilisable ? Est-ce que cela résout le problème immédiatement ? Ce conseil va vraiment vous décharger énergétiquement. Alors peut-être qu'au début, vous allez vous poser la question 2-3 fois et puis après ce sera naturel. Ne donnez pas d'énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un rituel de dépollution de projection. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous allez visualiser les attentes des autres comme des manteaux qu'on a posés sur vos épaules et vous allez faire le geste physique de les enlever pour revenir à votre propre énergie. Arrêtez de garder les projections des autres sur vous. Et en plus de ça, ça ne vous sert pas. Ensuite, sachez vous retirer immédiatement une fois que la solution est apportée. Tu peux cultiver cette posture du consultant d'urgence. Et oui, certes, tu interviens quand tu es appelé et que la mission est claire, mais garde de la distance une fois le travail accompli. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à maintenir une présence permanente ou à couver les gens. C'est aussi pour ça que les gens font des projections. T'es une ligne 5, c'est-à-dire que tu as la capacité d'apporter des solutions pratiques à grande échelle. Et d'ailleurs, ce que tu pourrais faire, ce serait aussi une liste de décharges d'attente. Tu vas écrire noir sur blanc ce que tu refuses d'incarner pour ton entourage ou tes clients ou encore ton entourage familial. Et écrire par exemple « Je ne suis pas disponible le week-end. Je ne prends pas les décisions à ta place. » Tu peux même l'afficher chez toi, voire même l'afficher au travail. Et enfin, mon dernier conseil, c'est ne cherche pas à convaincre les sceptiques. Déjà parce que ça va être lourd pour vous et ça va être lourd pour les autres. Quand une ligne 5, elle essaie de convaincre quelqu'un qui doute déjà d'elle-même, et en plus de ça qui est fermé, la projection, elle va se retourner. Tu vas te sentir jugé ou perçu comme un suspect, et peu importe la qualité de tes arguments. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est adopter la règle du « je ne parle qu'à ceux qui veulent entendre la solution ». Si tu sens de la résistance, du scepticisme ou du cynisme envers toi, pas de débat. Ne cherche pas à prouver que tu as raison. Garde ton énergie pour les personnes qui sont prêtes à recevoir ta réponse pratique. Et peut-être même qu'elles ne sont pas prêtes à l'entendre, ce n'est peut-être pas le bon timing.
Bien sûr, tout dépend de ta situation. Et enfin, on va passer à la ligne 6, qui est le modèle, la sagesse, le mentor. Ici, l'enjeu de la ligne 6, c'est une évolution qui se passe en 3 phases, qui va passer de l'expérimentation, ensuite à l'observation et enfin à l'incarnation de la sagesse. Si tu as une ligne 6, eh bien ton parcours demande du temps et du recul. Tes épreuves passées ne sont pas des casseroles, mais le socle de ton authenticité et de ta posture d'inspiration. Donc là, mon conseil numéro 1, ligne 6, c'est de prendre de la hauteur et faire face à une situation complexe en prenant une feuille et écrire la scène à la 3e personne, comme si tu observais un personnage depuis le haut du toit. Ça va couper le côté émotionnel et activer ta sagesse. Ensuite, vous aussi, les lignes 6, vous êtes des expérimentateurs et en plus, si vous avez une ligne 3, et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est avoir un rituel d'intégrité personnelle. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision majeure, que vous soyez émotionnel, splénique, tout ce que vous voulez, c'est de vous poser la question, est-ce que ce choix est en accord avec mes valeurs profondes, même si personne ne me regarde ? Disons que vous voulez ouvrir une chaîne YouTube ou créer un podcast, est-ce que c'est en accord avec vos valeurs profondes, même si personne ne les écoute ? Ou du moins pour l'instant. Ensuite, pour vous, les lignes 6, je vous dirais aussi de faire un peu du phasing, c'est-à-dire que vous allez noter sur un carnet les grandes leçons tirées de tes grandes étapes de vie. Et que je t'inviterai à relire pour te rappeler que chaque phase, même les plus chaotiques, avait sa raison d'être dans ton évolution. Ce que je conseille aussi aux lignes 6, c'est d'écrire vos idées dans un carnet et vous dire que vous allez les partager d'ici 6 mois, voire 1 an ou 2 ans, comme vous voulez. Mais comme ça va forcer à laisser décanter vos émotions pour ne transmettre que la sagesse pure. Vous n'allez pas être submergé par vos émotions en transmettant l'idée dès aujourd'hui, vous faites simplement que l'écrire. Et dernière chose, vraiment c'est un conseil en or pour vous, ligne 6. Lorsque vous êtes face à une situation, qu'elle soit chaotique ou pas, mais qu'elle vous bloque, ou que vous avez l'impression qu'elle vous bloque, imposez-vous au moins 10 secondes de silence total avant de réagir. C'est-à-dire respirer et observer la scène comme si vous étiez un spectateur assis au dernier rang d'un théâtre. Ou encore que vous montez sur une montgolfière et que vous êtes tout là-haut et vous observez la scène. Et à la limite, posez-vous cette question, si je regarde cette situation avec 10 ans de recul et la sagesse d'un observateur neutre, quelle est la vérité essentielle à retenir, sans jugement ni amertume ? Donc voilà pour cette traversée des lignes en Human Design. Garde en tête que ton profil n'est pas une boîte dans laquelle t'enfermer, mais un costume d'incarnation. C'est-à-dire que plus tu le portes avec fluidité, plus ta trajectoire devient naturelle. Alors dis-moi en commentaire quelle est la ligne ou le profil qui a plus résonné pour toi aujourd'hui. Et si cet épisode t'a apporté une clé de clarté, pense à partager autour de toi ou à laisser 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de ton énergie et honore ton fonctionnement.